Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane avec des poches sous les yeux, très fatigué pour la chaîne Foualier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je m'autorise une petite excentricité aujourd'hui puisque j'aimerais vous parler de cinéma. Alors rassurez-vous, je vais pas devenir youtubeur ciné, loin de là. Pas l'envie qui m'en manque, je suis très cinéphile, je dévore, j'adore ça. Mais il y a des personnes qui font ça beaucoup mieux que moi. Et puis, moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est ce qui me révolte. Et ce qui me révolte, c'est le sexisme ambiant. Ce sont les chiffres des agressions sexuelles, les chiffres de féminicides, etc. Donc je vais rester là-dessus. Et pourtant, il y a quand même des liens à dresser parfois entre le féminisme et justement le cinéma. Et en fait, j'ai été témoin sur Twitter d'un échange entre deux féministes que j'apprécie, qui se sont engueulées assez fortement. Puisqu'en fait, l'une d'entre elles expliquait avoir beaucoup apprécié le film Gone Girl de David Fincher, et l'autre expliquait que c'était scandaleux d'aimer un film qui faisait la promotion de théories anti-féministes sur le fait que Gone Girl raconte l'histoire. Alors spoiler, je rajouterai des petites bannières spoiler régulièrement pour que vous puissiez couper le son de la vidéo, puisque ça raconte l'histoire d'une femme qui va accuser à tort son mari de l'avoir assassiné, qui va accuser à tort un autre homme de l'avoir violé, qui a accusé à tort déjà par le passé un homme de l'avoir violé, etc. Donc voilà, il y avait un échange vraiment endiablé, quoi, qui était assez même violent parfois dans les propos. Puisque voilà, l'une des deux disait, mais en fait, on n'a pas le droit d'aimer un film qui propage ce genre d'idées. Je suis pas intervenu parce que j'étais pas du tout invité à intervenir, même si ce sont des échanges publics sur Twitter, ça me regardait pas, quoi. Je voulais pas ramener mon grain de sel par rapport à ça, je le ramène déjà suffisamment comme ça sur la chaîne, pour en plus aller m'immiscer dans un débat qui ne me concerne pas, sur lequel je suis pas tagué. Et puis on m'a pas demandé mon avis, donc voilà. Donc voilà, j'ai pas donné mon avis. Mais le truc, c'est que ça m'a quand même fait réfléchir parce que le cinéma est vecteur d'idées dans l'inconscient collectif, des idées qui parfois nous plaisent, parfois nous déplaisent. Le cinéma, il est évidemment le produit de son époque, tous les arts sont les produits de leur époque, et donc vous avez des personnes qui vont un petit peu dans le sens de ça, et puis qui produisent des films dont la morale semble ressembler à ce que le public peut attendre de la part d'une œuvre, et d'autres qui se posent pas du tout la question, ou qui font carrément des œuvres en réaction à ça, ça existe évidemment, moi je trouve ça un petit peu navrant. Et en fait, tout ça c'est bien beau, mais en fait je voulais vous parler de trois films en particulier, parce que pour moi, on est un peu à côté quand on est dans ces débats-là. C'est toujours très intéressant, à mon avis, d'analyser aussi le discours d'un film, de pouvoir l'analyser politiquement, c'est intéressant à faire. Mais à la base, en fait, l'art, c'est censé être un vecteur d'émotion, quoi. L'art, à la base, c'est censé être un vecteur de beau. Et s'il y a quelque chose, peut-être une seule chose dans la vie qui est plus importante à mes yeux que la morale, y compris que ma propre morale, c'est le beau. Pour le coup, le beau, ça a été le sujet de discussion interminable avec une très bonne amie avec laquelle je suis malheureusement fâché, Déborah, sur l'importance du beau dans notre vie, sur l'importance sur ce que le beau peut nous apporter en fait de positif. Elle faisait des liens très très forts en plus entre le féminisme et le beau. Et tout ça pour moi est très intéressant parce que, à mon sens, même si j'ai pu penser l'inverse par le passé, une œuvre d'art quelle qu'elle soit n'a absolument pas l'obligation d'être morale, d'une part. D'autre part, un film peut être parfaitement moral, ou en tout cas en accord avec ce que moi j'estime être quelque chose de moral, être un très mauvais film. Et à l'inverse, un film peut être un excellent film, et propager des valeurs qui sont contraires à ce que moi j'estime être moral. Et je voulais vous parler de ça, et pour commencer, évidemment, il faut que je cite Le regard féminin d'Iris Bray, qui est un ouvrage qui m'a profondément influencé dans ma compréhension du sexisme, dans ma compréhension de ce que peut véhiculer comme sexisme une image, en particulier dans le cinéma. C'est un ouvrage que j'adore, c'est un ouvrage que je défends et que je continuerai à défendre. Malgré tout, je vais m'autoriser une petite critique avec vous, qui est une critique peut-être injuste, parce que Iris Bray, elle dit pas ça dans son ouvrage. Donc c'est une critique peut-être injuste qui est peut-être un procès d'intention, parce qu'à aucun moment donné, Iris Bray dit dans son ouvrage, quand un film propage le female gaze, il est bon, quand il propage du male gaze, il est mauvais. Elle ne le dit jamais. N'empêche qu'elle ne parle pas non plus de ce que c'est qu'un bon film, qu'un mauvais film. Elle se contente de dire, voilà, aujourd'hui, le cinéma, il est empreint de male gaze. Le male gaze, qu'est-ce que c'est? C'est le regard masculin, c'est le fait que les expériences racontées au cinéma et dans l'art en général sont racontées par les hommes, et que les œuvres mériteraient d'être racontées par des femmes, mériteraient d'être racontées aussi différemment, avec du coup une sensibilité qu'on attribuerait de façon un petit peu sexiste à une sensibilité comme étant soi-disant féminine, à savoir plus proche de l'expérience sensorielle, plus proche de l'expérience du vécu des femmes, par exemple. Elle se plaint dans son ouvrage, et là-dessus je la rejoins, que beaucoup d'hommes ont raconté des histoires de femmes avec une romantisation de la violence. Tout ça, je la rejoins absolument. N'empêche que c'est pas tout.
Un film, c'est pas juste un message politique, un film. On peut pas le voir comme ça. Et si un film est produit exclusivement en disant il va falloir que je porte un message politique, et qu'il n'y a pas de réflexion de l'auteur du film sur comment je vais présenter l'image, comment je vais essayer de faire ressentir des choses au spectateur, s'il n'y a pas de réflexion sur l'utilisation du médium. Médium en littérature, c'est le mot. Le médium en photographie, ça va être, je sais pas, la lumière. En peinture, ça va être la couleur. Dans le cinéma, c'est l'image. Et s'il n'y a aucune réflexion par rapport à l'image, et que le film se contente juste de vouloir délivrer un message, s'il ne cherche pas d'esthétisme dans ce qu'il propose, et que du coup, moi je vais rester un petit peu à côté d'un point de vue émotionnel, je vais peut-être sortir du cinéma en me disant, c'est chouette, ça c'est un truc moral, ça va dans le sens de ce que j'estime être moral, ça ne fait pas forcément quelque chose de beau. Et j'en veux pour preuve des films documentaires qui n'ont aucun autre objectif que d'être des films documentaires, qui s'intéressent pas forcément, pas toujours, parfois ça arrive, à l'esthétique et au beau, qui effectivement me réconforte. Je me dis, très bien, il y a un réalisateur qui a présenté quelque chose qu'il estime être moral, qui rentre en résonance avec ma propre morale, n'empêche que j'aurais pas vécu forcément une expérience esthétique. Et donc j'ai du mal à qualifier ça de cinéma, en l'occurrence. Parce que le beau, quoi, le beau, l'esthétique avant tout, et on en a absolument besoin. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Et je voudrais vous parler de 2 exemples et d'un contre-exemple, justement, par rapport à ça, qui pour moi sont criants de vérité. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à ce que le female gaze, effectivement, soit mieux compris, soit mieux perçu. Parce que quand un film essaye de raconter une expérience sensorielle, il y a quand même des chances qu'on ressente effectivement quelque chose. Typiquement, le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, empreinte female gaze, absolument remarquable. J'ai adoré ce film, j'aime beaucoup Adèle Haenel en plus de ça, donc je suis peut-être pas tout à fait objectif, mais bon, peu importe. Mais le féminisme, en fait, quand on y pense comme projet politique, comme projet de société, c'est pas que ça. Le féminisme aussi, c'est aussi la promotion du lien. C'est aussi la promotion de relations saines, c'est aussi une sorte de promotion de la dévirilisation de la société. Et en particulier des préceptes les plus nocifs dans la virilité, à savoir la violence, etc. Et du coup, le premier film dont je voulais vous parler par rapport à ça, c'était une claque pour moi, c'est un film que j'ai vu pas très longtemps après sa sortie, qui malheureusement, j'ai même pas réussi à le voir en salle parce qu'il y avait trop peu de salles qui l'avaient sorti, je l'ai vu uniquement sur internet. Ça s'appelle An Elephant Sitting Still, un éléphant qui reste assis immobile. C'est un film sorti en 2018 par un réalisateur qui s'appelle Hubo, H-U plus loin B-O. De toute façon, comme je vais monter la vidéo, je vous mettrai les affiches. Qui raconte quoi? Qui raconte l'histoire de 4-5 personnages en Chine, dans une sorte de grande ville complètement désincarnée qui a été envahie par une sorte de brouillard omniprésent. Le film n'est pas tourné en noir et blanc, mais on a l'impression qu'il est en noir et blanc, tellement sur cette ville pèse un truc de désincarnation totale. Et en fait, on va suivre l'itinéraire de personnages qui vivent de façon complètement désabusée, exclus de tout lien social. Ce sont des personnages qui sont d'une profonde solitude. Le film est très long, le film dure plus de 4 heures. Je crois qu'il dure 4h40, quelque chose comme ça. Et il y a un parti pris qui est pris par le réalisateur Hubo, qui est de montrer quelque chose qu'on ne montre pas habituellement au cinéma, à savoir quand les personnages marchent. Donc on va voir par des plans qui sont des longs plans séquences, les personnages marcher, et on les suit marcher, il se passe rien. Il n'y a pas grand chose autour, dans cette ville il n'y a pas d'activité réellement humaine, il y a des personnages qui marchent, qui déambulent on pourrait dire, même plutôt qu'ils marchent, on a l'impression que personne n'a vraiment de but, et les seules interactions sociales que vont avoir ces personnages-là sont des interactions basées sur le conflit, basées sur la violence parfois. Et au milieu de tout ce marasme, il y a une sorte de légende urbaine qui court dans la ville, qui prétendrait qu'il existerait, sur une plage un petit peu loin de la ville, à plusieurs heures de transport, un éléphant colossal, un éléphant de cirque, qui, face à toute cette misère, face à toute la misère que lui a pu subir également en tant qu'éléphant de cirque, resterait assis, immobile et impassible sur une plage de sable, un elephant sitting still, face à sa propre misère. Et c'est une sorte d'espoir pour eux, que ce truc-là soit vrai, de pouvoir éventuellement le voir un jour dans leur vie. Parce que, quelque part, cet éléphant représenterait à leurs yeux une forme de résilience par rapport à toute la misère que les personnages vont vivre. Donc, voilà, ça c'est An Elephant Sitting Still, c'est un film que je trouve extraordinaire, que je vous recommande, qui est pour moi une sorte de dérivé de ce que le féminisme en tant que courant politique peut nous apporter, à savoir nous montrer ce que c'est, ce que deviendrait notre vie à partir du moment où le lien entre nous se désagrégerait au point qu'on n'ait quasiment plus d'interaction les uns avec les autres. L'une des rares interactions qui peut exister entre les personnages, ça va être une histoire d'adultère, qui se termine de façon d'ailleurs absolument dramatique. Donc l'absence d'humanité entre les personnages conduit à ce film désespéré, qui malheureusement a abouti au suicide de son réalisateur. Et puis, spoiler alert, donc surtout si vous ne voulez pas savoir, vous vous en référez, vous coupez le son tout de suite et vous passez un petit peu à la suite.
À la fin du film, il se trouve que les personnages restants se réunissent, prennent le bus, et vont sur cette fameuse plage où ils sont censés voir cet éléphant. Là, Hubo, il fait quelque chose que je trouve remarquable, à savoir qu'il refuse de nous montrer l'éléphant. On reste sur un plan des personnages, un plan un petit peu large, un petit peu distant. De toute façon, le film est toujours très distancié par rapport aux personnages. Les caméras sont parfois très très proches, mais de la même façon que les personnages ont l'air de ne ressentir absolument aucune émotion, y compris dans les moments les plus dramatiques. En particulier une scène où une cuisine brûle, on la voit pas brûler, on entend simplement les hurlements du cuisinier. Et l'un des personnages principaux se rend dans la cuisine et on le voit simplement inerte devant le corps brûlé du cuisinier, sans réaction, complètement désincarné. L'absence de lien lui a fait perdre la totalité de son humanité, et donc à la fin c'est la même chose. On voit ces personnages qui sont face à cet éléphant, on comprend qu'ils voient l'éléphant par les réactions un peu émerveillées sur leur visage. Puis là c'est dramatique, parce que l'éléphant n'est pas du tout sitting still en fait. Il pousse un hurlement déchirant. Parce qu'en fait l'éléphant il souffre, et que évidemment que face à la souffrance, en fait, la seule chose qui nous reste, c'est le cri. Et que, quelque part, ces personnages-là, qui ne ressentent absolument plus rien, sont déjà morts. De la même façon que, malheureusement, probablement que le réalisateur Hubo était déjà mort au moment où il réalisait ce film. Et qui savait que, malheureusement, la réalisation de ce film serait un testament pour lui. Et quelque part, chercher à analyser politiquement An Elephant Sitting Still, j'ai pu lire des articles dessus, en disant « Ah, je me demande, c'est quand même un film de gauche, etc. » Ça passe quelque part à côté d'un message beaucoup plus profond, qui est qu'en fait, en absence de lien, voilà ce qu'on adviendrait. Donc, c'est un film qui m'a fait ressentir énormément de choses, beaucoup d'ennuis à certains moments, je vais pas vous le cacher, mais aussi beaucoup d'émotions très puissantes, beaucoup de chagrin pour ces personnages, et en ça, pour moi, le film est déjà réussi. Le fait qu'en plus de ça, on ait un réalisateur qui a l'air de faire fi de toutes les règles du cinéma et qui choisit de nous montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, à savoir des déambulations de personnages pendant parfois plusieurs minutes où on les voit simplement marcher. Moi, ça me fait penser à ce troll de David Lynch qui, dans la saison 3 de Twin Peaks, extraordinaire série d'ailleurs, et puis la saison 3 est grandiose, termine un épisode sur un gros plan, sur un balayeur pendant 2 minutes, 3 minutes, je ne sais pas. On le voit simplement balayer, je trouve ça extraordinaire, je trouve ça génial. Là, voilà, effectivement, l'exemple typique d'un film qui, pour moi, quelque part, répond à l'imaginaire féministe, à savoir on a besoin de liens, on a besoin de liens sains les uns envers les autres, on a besoin d'amour, on a besoin de female gaze dans la société, mais c'est pas ça qui fait que le film est beau. Ce qui fait que le film est beau, c'est toutes les raisons que j'ai pu vous évoquer. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est Last Black Man in San Francisco de Joe Talbot. Pareil, un film que j'adore, que mon frère m'avait recommandé dès sa sortie, il m'a dit il faut absolument que tu vois ce film. Je l'ai vu, j'ai trouvé remarquable. Last Black Man in San Francisco, de quoi ça parle, sorti en 2019. Ça parle de deux amis d'origine afro-américaine qui vivent complètement à l'extérieur de San Francisco. Ils vivent à la périphérie de San Francisco. On aperçoit à la périphérie des personnages blancs qui portent des scaphandres, et eux, ils sont juste là, assis sur un monceau d'herbe. Ils n'ont aucune protection, ils n'ont sûrement pas les moyens de se protéger. De quoi, on ne sait pas trop. Et tous les jours, en fait, ces deux amis vont décider de traverser San Francisco, de rentrer dans le centre-ville et d'aller repeindre une maison qui a été construite par le grand-père de l'un des deux personnages. Et Last Black Man in San Francisco, c'est un film d'amitié. Donc on est à l'opposé total de An Elephant Sitting Still, où là, on nous montre exactement ce qui est en résonance avec le féminisme, à savoir une amitié entre deux hommes, une amitié loin de toute virilité, une amitié extrêmement sensible, on est totalement dans le female gaze, et c'est pas ça qui rend le film beau. Effectivement, c'est quelque chose, un supplément d'âme qui fait que le film est beau, mais le film est beau pour toute autre chose. Le film est beau pour les thématiques qu'il aborde, le film est beau pour la façon dont il a tué ses personnages, c'est très intimiste, c'est remarquable. J'ai tellement de scènes que je pourrais vous citer, mais la scène de la pièce de théâtre dans la maison, elle est magnifique. La scène où il se retrouve avec des gangsters dans la rue, l'un des gangsters, ça c'est complètement mineur dans le film, donc je vous mets pas de bannière de spoiler, a été assassiné, et la façon dont les personnages réagissent, la façon de montrer leur fragilité, tout ça est bouleversant, tout ça est magnifique. Le film est magnifique, non seulement parce que, alors justement, très intéressant, des films qui parlent de l'amitié entre les hommes. Il en existe plein, on peut en citer des tonnes. Des films qui parlent de l'amitié, des teen movies ou autres, il y en a énormément. Et c'est pas parce qu'un film va aborder une thématique qui va nous sembler répondre à notre morale, qui va nous sembler répondre à un cahier des charges féministes, que le film est bon par nature. Parce que la plupart du temps, ce sont des films qui sont complètement sans intérêt, qu'on regarde, qu'on a oublié dès l'instant où on les avait vus, parce qu'on a déjà vu ces histoires-là des centaines de fois auparavant. Et puis parce que surtout, ces films sont pas esthétiques, ils sont même pas là pour produire quelque chose d'esthétique. Ce sont des œuvres, évidemment, ce sont des œuvres d'art, parce que ce sont des films. Ce sont des œuvres d'art creuses, quoi.
creuse parce qu'il n'y a pas de réflexion dans l'utilisation du médium. The Last Black Man in San Francisco, c'est tout l'inverse, et c'est ça qui rend le film puissant. Et pourquoi je vous parle de tout ça, ça va vous surprendre. Parce qu'en fait, il peut exister des films qui peuvent avoir une démarche masculiniste, mais qui sont des très beaux films. J'ai tellement d'exemples à vous donner. L'un de mes films préférés, c'est Freaks, par exemple. C'est un film de 1932 par Todd Browning, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Et Freaks, ça raconte l'histoire de personnes monstrueuses dans le cirque, donc littéralement de freaks, et d'un Lilliputien qui va tomber amoureux d'une femme, une femme vénale. Donc le film est une sorte de caricature de la femme vénale, une caricature de la femme fatale qui va en vouloir à son argent parce qu'il a hérité. Tous les freaks le savent dans le zoo, et elle va en vouloir à son argent et elle va détruire cet homme. Et donc là, on est encore dans ce cliché assez habituel de la femme fatale qui en voudrait à l'argent des hommes, un truc que je ne cesse de démonter dans mes vidéos, et pourtant Freaks, c'est magnifique. C'est splendide, c'est un de mes films préférés. C'est un film que j'avais vu, je devais avoir 13 ou 14 ans. À l'époque, il n'y avait pas Internet encore. On était abonné, vous savez, au magazine télé qui donnait au programme de magazine télé. Et puis j'avais vu que sur Arte passait ce film, et le magazine télé avait eu l'insigne honneur de lui attribuer 4 étoiles. Donc je m'étais dit, bon, un film 4 étoiles, pourquoi pas le regarder. Je m'intéressais un petit peu déjà au cinéma d'auteur à l'époque, mais je pense que Freaks, ça m'a fait complètement plonger dans le cinéma d'auteur. Parce qu'après, j'ai recherché des films de ce type-là, etc. Donc, vous voyez, là, on est dans le cas d'un film qui défend, du coup, une idée, mais qui défend même pas une idée, en fait. Il ne défend pas l'idée masculiniste, il représente juste une représentation que nous, on caractérise comme étant sexiste aujourd'hui. Et pourtant, ça n'en fait pas un mauvais film. Et on pourrait en citer tellement. Et Gone Girl est un exemple typique de ça. Vous avez le droit d'avoir aimé Gone Girl. Vous avez le droit de ne pas l'avoir aimé. Et vous avez le droit aussi de prendre le point de vue d'Amy, le personnage féminin. À savoir, Amy, c'est une intellectuelle qui écrit pour des magazines et les journalistes à New York. D'un seul coup, son mec, parce que sa mère est malade, l'arrache à sa vie pour l'amener à la campagne, l'arrache à son monde, l'oblige à abandonner du coup sa carrière de journaliste. Elle investit le peu d'argent qui lui reste parce que sa mère décède pour qu'il puisse ouvrir un bar. Et en fait, il va pas du tout travailler dans ce bar, il va le laisser à l'abandon, c'est même sa sœur qui va s'en occuper. Et donc elle va voir son mari en pleine déliquescence, complètement se laisser aller. En plus de ça, malgré tous les sacrifices qu'elle fait, prendre une maîtresse et se rebeller. Et derrière, ça donne le personnage qui a été du coup le sujet à la dispute entre les deux femmes, deux féministes sur Twitter, qui reprend sa vie en main dans la criminalité de la pire des façons, évidemment. Et en final, en fait, le film n'est ni bon ni mauvais parce que l'un de ces deux points de vue est vrai. Le film est bon ou mauvais aux yeux de ces deux spectatrices, devrait être bon ou mauvais parce que, esthétiquement, parce qu'au niveau du beau, quelque chose s'est passé, parce qu'un truc s'est produit en ces personnes-là. Moi, c'est pas un film que j'ai adoré. Gone Girl, je trouve ça bien, mais c'est pas un film que j'ai adoré. C'est pas un film qui m'a bouleversé, c'est pas un film où je suis sorti en me disant, waouh, c'était magnifique, ça m'a raconté quelque chose. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans Gone Girl, beaucoup de choses que je n'ai pas appréciées. Mais on peut pas réduire, du coup, la portée d'une œuvre simplement à son message politique. Et dans ce cas-là, on devrait considérer que tous les films qui dénoncent le racisme sont bons par nature parce qu'ils veulent développer une morale contre le racisme. Mais c'est faux. C'est faux, enfin c'est complètement faux. Des films qui dénoncent le racisme qui sont maladroits, qui sont pas bons. Alors c'est sûr que quand on tombe sur un film comme Mustang de Denise Ergouven, film de 2015 que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs Denise Ergouven, je suis ravi de cette rencontre d'ailleurs, qui est très originale, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ok, c'est super, un pur film female gaze réalisé par une femme, profondément féministe, et en plus c'est un très beau film, et en plus il obtient récompense l'Oscar du meilleur film étranger. Génial, génial, bien sûr que c'est ça qu'on a envie de mettre en avant. Mais on va pas commencer à réécrire l'histoire et à prétendre que personne d'entre nous n'a jamais aimé un morceau de Noir Désir. On va pas commencer à prétendre ça. On a tout à fait le droit aujourd'hui de dire, parce qu'on est très sensible à ces thématiques-là du sexisme et des violences conjugales, qu'on est profondément choqué que ce type-là soit encore invité à chanter sur scène. Je sais qu'il a été en prison, je sais qu'il a purgé sa peine, n'empêche que moi, en tant que personne, je suis scandalisé qu'on puisse applaudir un fémicideur sur scène. Voilà. En tant que personne, je suis scandalisé qu'on laisse encore travailler une personne comme Roman Polanski et qu'on lui donne des Oscars, alors qu'on sait que c'est précisément parce qu'il était photographe à l'époque et réalisateur qu'il a profité du coup de sa supériorité sur des actrices, sur des modèles, pour les violer. Et du coup, je suis profondément choqué qu'il travaille encore, parce que pour moi, on les met en danger, ces femmes. Mais il n'est pas question pour moi de dire que j'ai jamais aimé Le Bal des Vampires ou que j'ai jamais aimé Rosemary's Baby. Il n'est pas question pour moi de dire ça, quoi. Et donc, il n'est pas question non plus de dire qu'il y a absolument aucun rapport entre un artiste et son œuvre. Il n'est pas non plus question de dire ça. Mais simplement, ce discours, en fait, moi, je l'ai trouvé un peu triste qu'elle se fâche à ce point. Elles avaient l'air de s'apprécier et j'espère que vous allez vous réconcilier. Parce que, en fait, on devrait
on devrait être sommé d'aimer ou de ne pas aimer un film simplement par la morale qu'il propage. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait des films dont la morale est plus difficile à percevoir? Qu'est-ce qu'on fait de Mignonne, par exemple, de Maïmouna Doucouré, en 2020? Qu'est-ce qu'on fait de ce film? Un film qui montre des gamines de 10 ou 11 ans qui performent des danses hyper sexuelles pour se réunir entre elles. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que dans le film, moi j'ai été profondément gêné en voyant Mignonne, évidemment, parce que la caméra hyper sexualise également ces jeunes filles. C'est très gênant, mais en même temps, on a souvent des contre-champs pour nous montrer des personnages un peu pervers quand même, qui ont l'air effectivement eux-mêmes de sexualiser ces jeunes filles avec leur regard. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces œuvres dont la morale semble ambiguë? Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, Mignonne, j'ai adoré, parce que je trouvais que c'était un très beau film. Pour plein de raisons. Parce que je trouvais que c'était esthétiquement beau, déjà, parce que j'ai trouvé que ce que ça racontait était beau, parce que je trouvais que c'était remarquablement tourné, parce que je trouvais que c'était très inventif dans la mise en scène, etc. Donc j'ai trouvé ça remarquable, Mignonne. Mais si on devait apprécier les films par rapport à leur morale, qu'est-ce qu'on fait de ces films à la morale ambiguë? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les interprète, du coup? Et de la même façon, on va pas commencer à applaudir un film parce que le film est soi-disant féministe. Vous prenez Mon Crime, par exemple, de François Ozon en 2023. François Ozon qui dit avoir fait un film féministe, il y a de l'encre qui coule par rapport à ça. J'ai vu le film, je trouvais pas mal. J'en pense ni plus ni moins, j'ai trouvé ça pas mal. Mais François Ozon, enfin je veux dire, soyons sérieux. François Ozon, comme réalisateur de films féministes, redescendons sur terre un instant, quoi. On peut pas juger les films parce qu'on les trouve moraux ou quoi que ce soit. On peut pas se juger les uns les autres parce que l'un ou l'une d'entre vous a apprécié, je sais pas, un film avec Depardieu par le passé. On peut pas. C'est autre chose. L'art, c'est censé être autre chose. Et moi, je suis assez naïf. Alors, je n'ai quasiment aucune connaissance en philosophie, j'ai presque rien lu en philosophie. J'exagère un peu, mais par rapport à ce que j'ai pu lire en littérature, par rapport à ce que j'ai pu lire sur le féminisme, on peut pas dire que j'ai beaucoup lu en philo. Et donc, je suis absolument convaincu qu'il y a d'autres grands penseurs dans l'histoire qui ont beaucoup pensé à ce que c'était que le beau, à ce que c'était que la morale, à ce que c'était que l'art. Je suis absolument convaincu qu'Antoine Goya, en regardant cette vidéo, il serait, d'ailleurs je vais lui envoyer, tiens, je viens d'y penser, il serait désespéré de ma profonde naïveté par rapport à ma conception de ça. Mais c'est vrai que je crois en une sorte je sais pas, je sais même pas comment le verbaliser, de beau presque absolu en fait. J'y crois sincèrement. Je crois que l'esthétisme, le beau, paraissent esthétique et beau aux yeux des personnes qui sont sensibles à ça. J'y crois très sincèrement. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat autour de ça. Alors peut-être que je me trompe complètement. Là, il est peut-être en facepalm totalement là dans sa Guyane, là, en train de se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là, le foyer. Mais peu importe. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. Et du coup, le dernier film, je l'ai pris volontairement. C'est un film que moi je n'ai pas du tout apprécié, que je trouve vraiment pas bon, et pourtant Emma Stone, actrice que j'adore, c'est La Bataille des Sexes de 2017, je sais plus, je connais plus le réalisateur, Jonathan quelque chose, le réalisateur, j'ai oublié son nom. Bon, vous aurez l'anti-sèche avec l'affiche sous les yeux. La Bataille des Sexes, c'est un film qui se veut féministe, qui raconte comment un tennisman extrêmement arrogant arrêtait pas de dire, de toute façon les femmes elles font pas le même sport que nous. Parce que les tenniswomen elles sont tellement faibles que... Et puis finalement il y a un match qui est organisé et le match est extrêmement serré entre les deux. Voilà, pourquoi pas. Et en fait pour moi le film n'a pas grand chose à montrer quoi. C'est pas un objet d'art pour proprement esthétique ou proprement beau. Il a beau essayer de propager un message féministe, de montrer la bêtise des hommes, de montrer leur arrogance, de montrer leur mépris par rapport aux femmes, ça n'en fait pas une œuvre intéressante à part entière. Tout ce que je vous dis là, très sincèrement, est sujet à discussion, je le sais très bien, je sais que c'est sujet à discussion. Et je serais ravi qu'on puisse en discuter. Donc en fait, moi je vois qu'une seule solution, c'est qu'on s'organise un live par rapport à ça. Parce que, vous le savez, je reçois tellement de notifications, je reçois 200 à 300 commentaires YouTube par jour, je reçois une cinquantaine de notifications sur Instagram, messages compris tous les jours, entre 2 et 300 notifications sur Twitter, j'essaye de tout lire, j'essaye de répondre à tout, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. En plus, je m'occupe de beaucoup de choses, j'ai un travail qui me prend du temps, vous le voyez avec mes cernes. En ce moment, j'ai beaucoup de travail. Je travaille sur d'autres sujets que ça. Donc, on se fait un live, on en parle. Parce que dans les commentaires, on va pas trop pouvoir échanger. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Je verrai votre premier message, j'y répondrai, mais je verrai pas les messages suivants. J'utilise l'application YouTube Studio pour vous voir. J'essaye de répondre à chaque fois à votre premier message, mais les autres, je verrai pas. Donc, on s'organise un live, on peut en parler ensemble. Je serais ravi de faire intervenir à l'antenne des personnes qui auraient beaucoup plus de connaissances que moi. S'il y a... des femmes qui suivent cette chaîne et qui ont étudié l'histoire de l'art, qui ont étudié justement tous ces trucs-là, venez en parler. On utilise, je vous donnerai un outil très facile à utiliser pour nous rejoindre et on échange ensemble en live prochainement sur Twitch. Si jamais ça vous dit, on n'hésite pas. Et en attendant, bah voilà, surtout pas de colère sur ces sujets-là, quoi. Vous avez le droit d'aimer les films que vous aimez, et à mon sens, un film n'a aucunement l'obligation, ou en tout cas, moi je préfère évidemment... Alors, autre chose, si on dit un film est censé être moral, mais moral par rapport à quoi ?
Parce que pour nous, c'est absolument évident ce qui est moral dans la façon dont les femmes sont représentées à l'écran, la façon dont elles sont filmées parfois par des hommes. Mais c'est pas la morale de tout le monde. Donc je pense que c'est un débat sans fin. Si on commence à dire il faut apprécier les films parce qu'ils sont moraux ou il faut pas apprécier un film parce que le film n'est pas moral, je pense qu'on s'en sort plus. Voilà mon avis sur la question. Je suis désolé d'avoir assisté à une dispute aussi virulente avec des insultes au sujet d'un film, au sujet de Gone Girl. Je sais pas du tout si cette vidéo va réconcilier qui que ce soit ou si je vais rajouter de l'huile sur le feu, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Salut.